Cristal de roche. Notre Église célèbre beaucoup de fêtes, toutes plus émouvantes les unes que les autres. Rien n'est plus touchant que la cérémonie de la Pentecôte. Rien n'est plus magnifique que Pâques, dont l'allégresse fait contraste avec la tristesse, la mélancolie de la Semaine sainte. La plus belle de toutes ces solennités a lieu en plein hiver, alors que les jours sont les plus courts, les rayons du soleil de plus en plus obliques et que la neige couvre la terre. C'est Noël. Dans beaucoup de pays, le soir qui précède la naissance du Christ s'appelle la veillée de Noël. Chez nous, on la désigne comme la veillée sainte, le jour suivant est le Saint Jour, et la nuit qui les sépare est Noël. Annonçant l'arrivée du Seigneur parmi les hommes, les cloches, avant minuit, sonnent à toute volée pour appeler les fidèles, et, dans l'obscurité glacée, les paroissiens vont, munis de lanternes, sur les sentiers gelés, le long des vergers aux arbres chargés de givre, vers l'église qui dresse au milieu du village, son clocher dominant les fenêtres illuminées. La joie règne aussi dans les maisons, et l'habitude s'est répandue, dans tous les pays chrétiens, de montrer aux enfants la naissance du Christ comme un événement solennel et grandiose que nous commémorons toute notre vie, qui, lorsque nous avancerons en âge, mêlera un souvenir joyeux et émouvant à tous ceux qui nous reviennent en mémoire. Pendant la veillée sainte, les parents garnissent un sapin de bougies et de brimborions, le placent au milieu de la salle et préparent les cadeaux. Les enfants attendent qu'on leur annonce que le petit Jésus est passé. Alors seulement on ouvre les portes toutes grandes et leurs yeux clairs jettent des regards extasiés sur l'arbre de Noël qui dépasse toujours en splendeur tout ce qu'ils avaient pu rêver. Les lumières, le scintillement des fils d'argent et des objets accrochés aux branches les transportent dans un monde de féerie, et lorsqu'ils ont reçu les présents, ils les gardent dans leurs bras sans vouloir s'en séparer, les emportent même dans leur petit lit. Quand, à moitié endormis, ils entendent les cloches sonner la messe de minuit, il leur semble qu'un vol d'anges traverse le ciel, accompagnant l'enfant Jésus, dont la tournée est finie jusqu'à son paradis. Le lendemain, on leur met leurs beaux habits, et leurs parents se parent aussi pour assister à la messe. Ensuite, on se réunit autour d'une table pour festoyer, et dans la journée, on se groupe avec les amis pour jouer ou deviser, tout en regardant par les fenêtres le ciel d'hiver déverser ses gros flocons sur la terre endormie, ou le soleil rouge passer entre les branches dénudées, à moins qu'un brouillard opaque ne cache tout sous son manteau gris. Les cadeaux sont encore là, exposés sur l'appui d'une fenêtre ou sur un meuble, afin que chacun puisse les admirer. Puis, le long hiver se traîne lentement, le printemps revient, et lorsqu'au cours de l'été, la maman promet à ses enfants le futur passage du petit Jésus qui descendra de nouveau les bras chargés de présents, il semble à ces jeunes mémoires qu'il s'est passé une éternité depuis le dernier Noël, et que le prochain est encore loin, bien loin, dans l'avenir. Dans les montagnes de notre pays se trouve un petit village. Son église n'est pas grande, mais on la voit de loin, car elle dresse au-dessus des vergers son clocher pointu, aux bardeaux peints en rouge. En plus de cette chapelle, il y a, groupées autour de la place, une mairie, une école et quelques maisons de bel aspect. Celles-ci n'appartiennent pas uniquement à des agriculteurs, mais aussi à des artisans dont le travail fournit aux montagnards tout ce qui leur est nécessaire. Dans la vallée et sur les pentes sont disséminés les chalets dépendant de la même paroisse, de la même école, et dont les occupants apportent leur contribution à la production villageoise. Certaines de ces maisonnettes sont très éloignées, accrochées au flanc des montagnes, et on ne peut les distinguer du fond de la vallée. Leurs habitants voient rarement leurs semblables. Souvent, au cours du long hiver glacé, ils sont obligés de garder leurs morts et d'attendre la fonte des neiges pour procéder à l'enterrement. L'homme le plus important de la région est le curé. On le respecte, on l'écoute, et le plus souvent, s'habituant à cette solitude, il ne demande pas son changement et se contente de vivre dans ce pays perdu. D'ailleurs, de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu à la tête de la paroisse un prêtre ambitieux ou indigne. Aucune grande route ne traverse cette vallée. De simples chemins permettent aux paysans de transporter leurs récoltes sur des charrettes. On n'y voit donc, pour ainsi dire, jamais d'étrangers, sauf peut-être un voyageur amoureux de la nature, circulant pédestrement et s'arrêtant quelques jours à l'auberge, dans la chambre aux peintures rustiques, séduit par le paysage. Parfois aussi un peintre fait quelques croquis de l'église dans son album.
Les villageois constituent un monde à part, se connaissent tous par leur nom, ont en mémoire les antécédents de chacun, ce qu'a fait, ce qu'a été le grand-père ou la grand-mère de l'un, de l'autre. Ils se font confiance, n'ignorent ni les décès ni les naissances, ont un patois différent de celui de la plaine, vident eux-mêmes leurs querelles, se soutiennent entre eux et courent tous ensemble vers le lieu où il se passe quelque chose. Fort routiniers, ils sont respectueux des traditions. La pierre qui tombe d'un mur est replacée au même endroit. Les maisons neuves sont construites sur le modèle des anciennes. Sur les toits détériorés, on remet les bardeaux, semblables aux précédents, et si une vache est tachetée de blanc, de brun ou de noir, elle transmettra son pelage à sa descendance, et le bétail de la maison conservera sa couleur particulière. Au sud du village, un haut pic neigeux dresse ses deux cornes, qui paraissent être juste au-dessus des toits, alors qu'en réalité elles sont fort éloignées. Été comme hiver, ces rochers imposants, ces glaciers étincelants dominent la vallée. En somme, c'est la plus grande merveille du pays, le principal sujet de conversation des habitants qui l'observent constamment. Il n'y a pas dans la localité un seul individu qui n'ait quelque chose à raconter sur ces abîmes, ces gouffres, ces arêtes de glace, ces grottes et ces torrents bouillonnants, soit qu'il les ait contemplés lui-même, soit qu'il rapporte ce que d'autres lui ont dit. Les villageois sont aussi fiers de leur montagne que s'ils l'avaient créée eux-mêmes, et malgré toute la confiance qu'on puisse avoir dans leur loyauté, il n'est pas tout à fait certain qu'ils ne trahissent pas quelque peu la vérité lorsqu'il s'agit de la glorifier. Il faut dire que non seulement elle constitue une des curiosités de la région, mais qu'elle est une source de profit pour les montagnards. Quand les alpinistes veulent en tenter l'ascension, c'est au village qu'on vient demander des guides, et d'avoir rempli ce rôle même une seule fois dans sa vie, d'avoir couru des dangers, d'avoir traversé tel ou tel glacier, franchi telle ou telle moraine, vous entoure d'un prestige durable. Le soir, à l'auberge, on raconte ses aventures, sans omettre ce qu'ont dit les ascensionnistes et la récompense qu'ils ont donnée. Mais ce n'est pas tout. Les grandes forêts fournissent du bois et maintiennent les avalanches. Les champs des neiges se déversent dans un lac, d'où sort un torrent qui dégringole dans la vallée, fait tourner les moulins, est utile à bien des petits métiers, nettoie le village et fournit un abreuvoir aux bestiaux. L'eau qui s'infiltre dans les fissures et les cavités du sol ressort en fontaine, en source, en ruisselet, et cette eau d'une pureté exceptionnelle est un bienfait pour les habitants qui, trouvant tout naturel ce qui a toujours existé, en offrent sans songer à en tirer profit aux étrangers qui l'apprécient. Si l'on considère les différents aspects de la montagne, suivant les saisons, on voit en hiver, lorsque le temps est clair, les deux aiguilles du sommet, que l'on nomme les cornes, se dresser toutes blanches sur le bleu du ciel. Les glaciers, les pentes à leurs pieds sont immaculées. Même les grandes murailles à pic sont comme vernies par le givre et la couche de glace qui les revêt. Toute cette masse imposante, éblouissante, domine comme un palais enchanté la surface grisâtre des forêts, qui montent jusque-là. En été, quand le soleil et le vent ont chassé la neige, les montagnards disent que les cornes sont noires, et en effet, elles ne présentent que de minces vénules ou des taches claires un peu bleutées, en opposition avec le fond sombre du rocher. Même lorsque l'été est très chaud, le givre superficiel des glaciers subsiste, mais en dessous, la neige qui formait une couche duveteuse a molli, et les reflets bleus et verts du glacier miroitent comme des pierres précieuses. À la lisière de cette frange éblouissante est un amoncellement de rochers disloqués, d'énormes blocs aux arêtes tranchantes. Parfois même, lorsque la belle saison se prolonge, les reflets verts et bleus s'étendent plus loin. L'extrémité noirâtre du glacier, là où il refoule des pierres, de la terre, de la boue, devient visible, et l'eau coule plus abondante vers la vallée. À l'automne, les pluies d'arrière-saison recouvrent tout d'un gris-doux gris. Lorsqu'il se dissipe, que les brouillards s'élèvent et disparaissent, la montagne reparaît, revêtue de son manteau blanc. Ainsi, les années passent, sans amener de changement, car les mêmes phénomènes se produiront tant que la nature ne se transformera pas et tant qu'il y aura des hommes dans la vallée. Ceux-ci mesurent d'après ces modifications le déroulement des saisons. Pour faire l'ascension de la montagne, on prend un chemin bien tracé, orienté au sud, qui monte jusqu'au col réunissant le pic avec ses deux cornes, à un autre sommet. On traverse une épaisse sapinière. Au moment de redescendre sur l'autre versant,
on rencontre une colonne peinte en rouge élevée en souvenir d'un boulanger trouvé mort à cet endroit. Une peinture le représente avec sa corbeille de pain. Une inscription rappelle l'accident et demande aux passants une prière pour le défunt. Ici, on quitte le chemin et on oblique en suivant l'arête du col. Les sapins s'écartent un peu, formant une sorte de sentier. Les charrois descendent du bois, des hauteurs, y laissent parfois des traces que l'herbe folle a vite fait d'envahir et de dissimuler. On se trouve enfin sur un terrain découvert, tapissé de maigres bruyères et de mousse. La montée devient plus rapide, une sorte de dépression assez profonde sert de guide et permet de ne pas s'égarer à droite ou à gauche. Alors, on se heurte à d'énormes rochers, hauts comme une cathédrale, entre lesquels on peut suivre un passage, qui continue sur une sorte d'arête, entre deux pentes extrêmement abruptes. En continuant toujours, on arrive au névé, et là, on peut traverser le glacier sur un passage solide. La base des deux cornes est ici. Leur ascension est extrêmement ardue, car leurs parois sont à pic et lisses. À peine trouve-t-on quelques aspérités pour s'accrocher, et de plus, une profonde crevasse entoure leur base. Aussi, les excursionnistes s'arrêtent-ils sur la moraine et repartent après avoir admiré le paysage. Seuls les hardis alpinistes, munis de cordes et de crampons, tentent l'escalade de ces aiguilles. D'autres montagnes entourent le grand pic, mais elles sont moins élevées, de même que celles qui ferment la vallée au sud, et la neige qui les couvre en automne et en hiver disparaît dès qu'il fait chaud. Alors les rochers apparaissent, à nu, et resplendissent au soleil. Les bois renaissants sont d'un vert tendre. On y devine, çà et là, des chalets. Les prairies font un tapis velouté, et le paysage est si plaisant qu'on ne se lasse pas de le contempler. Lorsqu'on se trouve au fond de la vallée, il semble qu'il est impossible d'en sortir. Ce sont là des trompe-l'œil, auxquels les habitants de l'Alpe ne se laissent pas prendre. En réalité, des chemins mènent dans des directions diverses. Au nord, ils sont aisés, les montagnes s'abaissent, les pentes ne sont pas rapides. Au sud, où le grand pic à deux cornes fait une barrière en apparence infranchissable, un sentier permet de le contourner par le col. Le village s'appelle Kshad, le haut sommet, le Ghat. Partant de la colonne commémorative, une route descend sur le versant opposé et mène à Milsdorf, un bourg important, centre de diverses productions et de petites industries. Sa vallée est riante et large. Bien qu'ici on soit séparé de Kshad par 3 heures à peine de marche, les coutumes, l'aspect des habitants sont tout autres, et la prospérité plus grande. Il en est souvent ainsi dans les altitudes. C'est une question d'orientation et aussi d'ambiance, d'occupation, qui modifie la tournure d'esprit. Toutefois, au village comme au bourg, les traditions ancestrales sont respectées, conservées intactes, grâce au peu de fréquentation avec la plaine. Il s'écoule parfois des mois, parfois presque une année, sans qu'un Kshadois se rende à Milsdorf, et vice-versa. Les gens du bourg sont moins isolés. Ils ont quelques relations avec le monde extérieur. Une route traverse leur vallée, et il y passe de temps à autre des voyageurs ne se doutant guère de l'existence d'un petit village au clocher pointu derrière la montagne blanche. Parmi les métiers pratiqués à Kshad, qui permettent au pays de se suffire à lui-même, un des plus importants est celui de cordonnier. L'homme civilisé a besoin de chaussures, c'est le cas des Kshadois. Un seul artisan en fabrique dans le village, sans concurrence, sinon une petite exception. Sa maison borde la place aux 4 tilleuls. Ses fenêtres aux rideaux blancs, aux entablements clairs, aux volets verts, se détachent sur le mur gris et ont une vue sur les arbres. Au rez-de-chaussée, elle comprend les ateliers, le magasin et les pièces nécessaires à la vie courante. Au premier, sous les combles, une chambre d'apparat meublée de 2 lits somptueux, de belles armoires, d'une table en marqueterie, de fauteuils rembourrés avec au mur quelques gravures religieuses. Des assiettes à fleurs égaient le vaisselier. Dans une vitrine sont accrochées 2 belles montres, gagnées au concours de tir, des armes et des gibecières. Une petite maison de même style et dont l'entrée est sous la même voûte sert d'annexe à la cordonnerie. Elle n'a, en dehors du logis d'habitation, qu'une salle que les propriétaires utilisent à leur gré. Généralement, le cordonnier qui a cédé son fonds à son fils ou à un successeur s'y tient avec sa femme. Jusqu'au jour où tous deux étant morts, la pièce attend d'autres occupants. Derrière la cordonnerie s'élèvent la grange et l'étable, car tout artisan est cultivateur et se nourrit des produits de son bien. Il y a aussi un jardin dont les fleurs ornent la maison aux jours de fête, des arbres fruitiers
un potager et des ruches, car l'apiculture est très répandue dans la région. La petite exception que nous avons mentionnée tout à l'heure à propos de concurrence au maître cordonnier est le vieux Tobias. À dire vrai, il est simple savetier et passe son temps à raccommoder les vieilles chaussures, sans songer à entreprendre la lutte avec son confrère. Celui-ci, d'ailleurs, le fournit amplement en débris de cuir, morceaux de semelle et toutes choses qui lui sont indispensables. Le bonhomme se tient l'été sous un grand massif de sureau, au bout du village, submergé sous un monceau de vieux souliers, bottines ou sandales de toutes formes, la plupart en fort mauvais état. Pas de bottes, elles ne sont guère de mode dans la vallée. Le maître d'école et le curé sont seuls à emporter et ne s'adressent qu'aux cordonniers de la place, pour le neuf comme pour la réparation. En hiver, Tobias rentre dans sa maisonnette, derrière le buisson, et travaille près d'un poêle bien bourré, car le bois ne coûte pas cher. Le maître cordonnier, avant de s'établir, a été un grand chasseur de chamois, et un assez mauvais sujet. Il était pourtant un des meilleurs élèves de l'école, puis fit son apprentissage avec son père, et partit pour faire sa tournée. Mais au retour, au lieu de porter, comme tout respectable artisan, un vêtement sombre et un chapeau noir, il se coiffa d'un feutre vert, orné de plumes, et se pavana dans un costume très court de chasseur tyrolien. Il ne manquait aucune fête, était assidu aux danses et aux jeux de boules. Lorsqu'on lui faisait des remontrances, qu'on lui donnait de bons conseils, il sifflotait d'un air détaché et n'en avait cure. Très habile tireur, il n'avait garde de manquer tous les concours de la région, et se montrait très fier des prix qu'il rapportait. C'était généralement quelques médailles artistiques, et ce succès lui coûtait cher, car il était très panier percé. Il n'y avait de battues ou de parties de chasse auxquelles il ne prit part. Parfois aussi il se lançait dans quelque expédition solitaire, armé de sa carabine à 2 coups, de sa corde et de ses crampons. Le bruit courut une fois qu'il s'était grièvement blessé à la tête. À Milsdorf, il y avait un teinturier dont l'entreprise était aussi prospère que celle du cordonnier de Gsched. Il employait toujours beaucoup d'ouvriers, et même, chose inconnue jusque-là, des machines. Sa fille était fort jolie, et tout le monde s'attendait à la reconnaître comme accomplie en tout point. Le cordonnier passait souvent le col pour descendre au bourg et tâcher de gagner le cœur de cette jeune personne, et il semblait bien qu'il ne lui était pas indifférent. Toutefois, ce genre de commerce ne plaisait pas au teinturier, qui, voulant y mettre fin, ferma sa porte au prétendant et interdit à la petite de sortir, sinon dans le jardin ou pour aller à l'église. La mort de ses parents, qui le laissaient seul possesseur de la maison sur la place, détermina chez ce jeune cordonnier une transformation aussi radicale qu'inattendue. Autant il avait été jusque-là dissipé, coureur et léger, autant il se révéla brusquement ardent et habile au travail, tapant du matin au soir sur ses semelles, et promettant non sans outrecuidance une récompense à qui le dépasserait en habileté professionnelle. Il n'embauchait que des ouvriers triés sur le volet et les dressait sans ménagement. Il fit si bien que non seulement tous les Gschédois restèrent sans exception ses clients assidus, mais qu'on vint de Milsdorf et même de la plaine se fournir chez lui. La maison fut embellie, le magasin réorganisé. Sur des planches s'étalaient des souliers, sandales, bottes et bottines bien reluisants. Le dimanche, lorsque les habitants des chalets d'alentour se réunissaient sur la place, jeter un coup d'œil sur la vitrine du cordonnier et observer le va-et-vient des clients était une distraction. Où cet artisan était imbattable, c'était dans la confection de chaussures de montagne. Là, personne ne pouvait lui damer le pion, et il défiait tous ses confrères d'arriver à sa perfection. Il faut mon expérience des ascensions, disait-il, pour réaliser cet art si délicat d'une semelle souple et résistante, constellée de clous comme un ciel étoilé, et où l'acier est distribué avec un équilibre parfait. Le soulier doit être extérieurement si dur que l'aspérité la plus coupante ne l'attaque pas et ne se fasse pas sentir au pied qui intérieurement doit être à l'aise autant que dans un gant. Ce bon commerçant tenait un grand livre sur lequel il consignait la référence de tous les articles fabriqués, le nom des fournisseurs, celui du client et la qualité des chaussures livrées. Les séries portaient un numéro d'ordre et le registre était déposé dans la boutique, dans un tiroir de la caisse. La fille du teinturier de Milsdorf était obéissante et respectueuse des ordres de ses parents. Mais elle ne pouvait éviter d'apercevoir son amoureux à l'église par-dessus la haie du jardin ou par la fenêtre de sa chambre. Le jeune homme s'arrangea pour être si souvent en vue qu'émue par cette constance, la teinturière intercéda en faveur du soupirant et supplia son mari de céder. À force d'insistance, elle obtint gain de cause, et le père intraitable, forcé de reconnaître que l'écervelé de jadis s'était rangé, l'autorisa à emmener la jeune et jolie Milsdorfoise à Gsched.
Toutefois, étant têtu et intransigeant, il pourvut sa fille d'un riche trousseau, mais ne lui donna pas de dot. Un métier et un commerce habilement menés devaient à son avis rapporter suffisamment pour entretenir une famille, un personnel, une maison et une propriété rurale. Il devait même fournir le superflu qui permet de tenir son rang auprès de ses concitoyens. Quant à la teinturerie et aux terres y attenant, elle constituait un ensemble qui resterait entre les mains des propriétaires actuels jusqu'à leur mort. Alors seulement la fille unique en hériterait et en ferait avec son mari ce que bon lui semblerait, à condition toutefois que tous deux s'en fussent montrés dignes. Sinon, l'héritage irait aux enfants ou, s'il n'y en avait pas, aux plus proches parents. Le cordonnier ne demandait rien et mit au contraire son point d'honneur à pourvoir sa femme plus largement qu'elle ne l'avait été chez ses parents. Non seulement elle fut richement habillée, gâtée, tenue de servir à table une nourriture raffinée, mais le bien-être de son intérieur devait dépasser celui auquel elle avait été habituée à Milsdorf. De plus, le jeune mari gagna assez d'argent pour arrondir ses terres. Du fait que les Kshédois quittent rarement leur territoire pour s'installer dans une vallée voisine, que s'ils émigrent c'est plutôt vers les pays lointains, que ni femme ni fille ne s'expatrient sinon quand l'amour les entraîne à se marier avec un étranger, la jolie Milsdorfoise fut tenue à l'écart par les femmes du village. Non pas qu'on lui témoignât la moindre hostilité. Au contraire, son élégance, ses manières affables lui attiraient la sympathie. Mais il subsistait une sorte de gêne, de timidité, de respect même qui empêchait la familiarité habituelle entre habitants de Kshed. Le luxe qui régnait dans la maison du cordonnier ajoutait à cette réserve. 2 enfants naquirent au cours des premières années de mariage, un garçon d'abord, puis une fille. Il semblait à la jeune mère que son mari n'avait pas pour eux une tendresse aussi grande qu'elle-même. Pourtant, il veillait à ce qu'ils soient pourvus largement en toutes choses. Lorsqu'il leur parlait, c'était avec douceur, mais plutôt comme à des gens raisonnables, sans plaisanter ni jouer. Il faut dire que son visage était d'ordinaire plutôt grave, sans doute par suite des soucis professionnels. Au début de leur installation à Kshed, les nouveaux mariés allaient souvent, les jours de fête, rendre visite à leurs parents, et de son côté, la teinturière venait aussi voir sa fille. Lorsqu'il y eut les bébés, qu'il fut plus difficile à la jeune femme de se déplacer, la grand-mère fit souvent le trajet, car elle ne pouvait se passer de ses petits-enfants. Elle leur apportait force cadeaux et repartait après avoir prodigué les conseils et les recommandations. Les années la rendirent moins ingambe, et le teinturier trouva à redire à ses voyages trop fatigants pour une vieille femme. Les rôles furent donc renversés et la cordonnière amenait les petits en voiture ou les confiait bien emmitouflés à une bonne. De bonne heure, ils furent capables de faire la route à pied, et le garçon étant solide et intelligent, il arriva un moment où non seulement il partait seul pour Milsdorf, mais emmenait même sa sœur lorsque le temps le permettait. Ces expéditions paraissaient toutes naturelles aux villageois habitués dès l'enfance aux longues marches et fiers d'avoir des enfants hardis et bien bâtis. Ainsi, ces 2 petits, étant plus souvent au bourg qu'au village, se trouvèrent englobés dans la même réserve que leur mère et considérés comme des Milsdorfois plutôt que comme des Gshétois. Conrad, le garçon, avait déjà l'allure grave de son père. Sa sœur, Suzanne, Sana par abréviation, était pleine d'admiration pour son frère et l'aurait suivi aveuglément jusqu'au bout du monde, de même que sa mère se soumettait entièrement et sans réserve à son mari, dont elle reconnaissait les capacités. Quand venaient les beaux jours, on voyait très souvent les 2 enfants traverser la vallée de bon matin et monter vers le col. Avant midi, ils redescendaient déjà sur l'autre versant, à travers les pâturages, et Conrad montrait à sa sœur les prés et les champs qui appartenaient à leur grand-père et lui donnait 1000 explications sur la culture. Bientôt, ils apercevaient le grand auvent de la teinturerie, sous lequel séchaient les morceaux d'étoffe secoués par le vent, qui leur faisaient faire de curieuses grimaces, entendaient le tic-tac du moulin à foulon et du broyeur de tanne installé sur un ruisseau par le teinturier pour les drapiers et les tanneurs. Enfin, ils tournaient le coin de la propriété et entraient par une porte de derrière dans le jardin, où la grand-mère les accueillait avec des démonstrations de joie. Chose curieuse, elle devinait toujours l'arrivée de ses petits-enfants, guettait de sa fenêtre et reconnaissait de loin le fichu rouge de Sana, éclairé par un rayon de soleil. Il fallait alors les emmener vite dans la grande salle près du feu lorsqu'on était à la mauvaise saison, les débarrasser de leurs manteaux, leur poser 1000 questions et les faire déjeuner. Le teinturier les interrogeait sur leur travail à l'école et leur donnait des conseils. Après le repas, ils étaient libres de jouer et folâtrer par toute la maison.
Puis, de bonne heure, la grand-mère les appelait pour les préparer au départ, toujours anxieuse de ne pas les sentir pris par la nuit dans la forêt. Bien que le teinturier se fût refusé à doter sa fille, sa femme ne se sentait pas tenue d'imiter sa parcimonie, et elle glissait toujours une bonne pièce aux enfants, les chargeant en plus d'objets utiles, de jouets et de friandises. Bien souvent, c'étaient des choses dont ils étaient amplement pourvus chez eux, mais c'était une telle joie pour l'aïeul de gâter ses petits qu'il se gardait de rien dire, et d'ailleurs attachait bien plus de prix à ces dons qu'à n'importe lesquels. Il leur était arrivé souvent de transporter sans le savoir le cadeau bien empaqueté destiné à figurer sous l'arbre de Noël. Partant de bonne heure, ils avaient le temps de flâner en route, cueillant des noisettes, jouant avec des feuillages, des brindilles, ou ces petits bourgeons floconneux qui tombent des sapins au printemps. Conrad racontait des histoires à Suzanne ou parfois, quittant un moment le chemin du retour, obliquait à la colonne rouge pour aller jusqu'au bord du terrain dénudé. Il lui expliquait qu'au-delà, on arrivait aux rochers, aux glaciers, où sautent les chamois et que survolent les grands oiseaux de proie. Toutefois, il ne s'attardait jamais plus que de raison et ramenait toujours la petite avant la nuit, ce qui lui valait des félicitations. Une fois, c'était la veille de Noël. Dans le ciel clair, le soleil d'hiver noyé dans un voile faisait une tache rouge. L'air était doux et calme. « Il fait un temps magnifique, dit la cordonnière aux enfants qui étaient encore en vêtements de nuit. Les chemins sont secs. Allez demander à votre père la permission d'aller à Milsdorf. » Les petits se précipitèrent dans la pièce voisine où le cordonnier s'occupait d'un client, et ayant obtenu une réponse favorable, revinrent vite auprès de leur mère, qui habilla Suzanne, tandis que son frère se préparait sans aide plus rapidement encore. « Conrad, dit la maman, pendant que celui-ci accrochait à son épaule une gibecière artistement confectionnée par son père, dans des peaux de veau. Je te confie ta petite sœur, mais promets-moi d'en avoir grand soin. Ne vous arrêtez pas en route, et aussitôt après déjeuner, revenez sans vous attarder, car la nuit tombe vite. Je sais, maman. Veille bien sur Sana, qu'elle ne tombe pas et ne se mette pas en nage. Sois tranquille, maman. Bon, que Dieu vous garde. Allez dire adieu à votre père. Sur le seuil, ils embrassèrent leur mère, qui les bénit d'un signe de croix, puis partirent en sautillant à travers la place. Bientôt, ils longeaient les vergers et traversaient les prairies. Le soleil montait dans le ciel, dominait déjà les hauteurs, où les bois étaient encore entremêlés de nuages. Son disque rouge, visible entre les branches dénudées des pommiers, semblait suivre les deux petits voyageurs. Il n'y avait pas de neige dans la vallée, mais les hauts sommets étaient déjà blancs depuis plusieurs semaines. Les moins élevés se couronnaient encore de la verdure sombre des sapinières ou de la teinte rougeâtre des arbres dépouillés. Le sol n'était ni glissant ni gelé, mais légèrement humide comme il est normal en hiver, même quand la sécheresse dure depuis plusieurs semaines. Un peu d'herbe, conservant encore sa teinte automnale, subsistait dans les prés, et surtout dans les creux près des ruisseaux. Pas de gelée blanche, ni même de rosée, ce qui, d'après les paysans, annonçait des pluies prochaines. À la limite des bois et des pâturages courait un petit torrent que l'on passait sur un pont élevé. Conrad et sa sœur s'y arrêtèrent un moment, regardant l'eau bleue courir entre les cailloux blancs. Il n'y avait qu'un mince filet très clair. Le froid devant donc être bien vif sur la montagne, empêchant la glace de fondre et la terre de se désagréger. Lorsqu'ils eurent grimpé quelque temps, ils arrivèrent dans la forêt, aux approches du col. Ici, les ornières du chemin, au lieu d'être boueuses comme dans la vallée, se trouvaient gelées. Les enfants s'amusèrent à y marcher. Lorsqu'ils atteignirent le col, le sol était si dur qu'il résonnait sous les pas, et les glaçons le jonchaient comme des cailloux. Suzanne constata avec surprise que la colonne n'était plus au croisement des chemins. Conrad la découvrit à moitié cachée dans l'herbe. Était-elle tombée d'elle-même ou l'avait-on renversée ? Il était impossible de s'en rendre compte. Toujours est-il que la base semblait bien pourrie. Enchantés de pouvoir regarder de près l'image commémorative, les petits restèrent un grand moment à l'examiner dans tous ses détails. La corbeille avec les pains, les mains blanches du boulanger, les yeux clos, son vêtement gris, et les sapins sous lesquels on le représentait. Après avoir lu et relu tout haut l'inscription, ils se remirent en route. 1 heure après, ils atteignaient la lisière des bois et couraient à travers les prés de la teinturerie. Bien que la vallée, ici, fût plus profonde et plus abritée, que la moisson y fût généralement rentrée 15 jours plus tôt qu'à Kshed, aujourd'hui tout y était gelé. Sur les roues des moulins pendaient des gouttelettes figées et des petits glaçons qui enchantèrent les enfants.
La grand-mère les avait aperçus de loin et vint à leur rencontre. Prenant les petites mains gelées de Sana dans les siennes, elle l'emmena dans la maison, lui retira son manteau, l'installa près du poêle et demanda s'ils avaient fait la route sans difficulté. « Je suis contente de vous voir, dit-elle, mais il vous faudra repartir tout de suite après déjeuner, car les jours sont courts et le froid va augmenter. » Il apprit brusquement. Au matin, il ne gelait pas encore ici. « Akched non plus, dit Conrad. Tu vois, il faudra marcher vite pour avoir chaud. » Puis elle s'informa de leur mère, de leur père, des événements survenus au village, et s'occupa de faire servir le déjeuner le plus tôt possible, préparant des friandises pour les petits. On appela le teinturier. Conrad et Suzanne étaient maintenant admis à table avec leurs grands-parents. La teinturière leur choisissait les meilleurs morceaux et caressait avec amour les joues roses de sa petite fille. Ensuite, elle remplit la gibecière et les poches de Conrad, ainsi que le petit sac de Suzanne de toutes sortes de babioles et de friandises. Chacun fut muni d'un petit pain pour son goûter, et 2 autres, bien blancs, furent ajoutés dans les paquets au cas où ils auraient très faim en route. Je mets là, pour votre mère, un paquet de café que j'ai grillé moi-même, et il y en a de tout préparé dans le petit flacon bouché, afin qu'elle le goûte. Il est plus fort que celui de chez vous, elle m'en dira des nouvelles. De plus, c'est un excellent médicament. Une seule gorgée suffit à réchauffer l'estomac, si bien qu'on ne sent plus le froid. Quant aux autres boîtes qui sont enveloppées et ficelées, remettez-les à vos parents sans les défaire. Après avoir encore bavardé un moment, elle pressa les petits de se mettre en route. « Fais bien attention de ne pas prendre froid, Sana, dit-elle. Ne te mets pas en nage à courir sous les arbres ou dans les prés. Le vent se lèvera vers le soir, vous ne pourrez plus marcher aussi vite. Embrassez bien papa et maman pour moi et souhaitez-leur un joyeux Noël. » Elle les serra dans ses bras et les accompagna jusqu'à la porte du jardin. Conrad et Suzanne repassèrent près des moulins aux glaçons et traversèrent les prés. Lorsqu'ils atteignirent la lisière du bois, quelques flocons blancs commençaient à tomber. « J'avais bien dit qu'il neigerait, dit le garçon. Te rappelles-tu quand nous avons quitté la maison ce matin comme le soleil était rouge ? Tout à fait comme une lampe d'autel. Maintenant, on ne le voit plus. Le ciel est tout gris et regarde le brouillard au-dessus des arbres. Cela ne trompe jamais. » Sana sautillait gaiement à côté de son frère, enchantée quand un petit flocon blanc se posait sur sa manche et y séjournait longtemps sans fondre. Lorsque les 2 enfants entrèrent dans la forêt, le sol était déjà comme saupoudré de farine, et aux branches des sapins, qui semblaient de grandes mains ouvertes, s'accrochaient déjà des houppettes pâles. Depuis la lisière des bois jusqu'à la colonne, la montée est rapide et en lacets, car le col est à une certaine altitude. « Neige-t-il déjà chez nous » demanda la petite fille. « Sûrement, et il fait froid. Tu verras que l'étang sera tout gelé demain. »« Oui, Conrad. » Et elle trottina plus vite pour suivre son frère qui allongeait le pas. Il grimpait gaillardement, tantôt du nord au sud, tantôt du sud au nord. Le vent annoncé par la grand-mère ne se levait pas. Au contraire, tout était immobile. Pas une branche ne bougeait, et dans ce sous-bois il ne faisait pas froid. Comme toujours en hiver, quand on est entre des parois touffues. Les flocons tombaient plus serrés, restant accrochés aux vêtements des enfants, qui ne les secouaient même plus, et couvrant le sol d'un tapis uniforme. Enchantés, les petits s'amusaient à poser les pieds dans ce duvet ouaté, recherchant les endroits les plus épais pour y patauger. Personne d'autre n'avait franchi le col ce jour-là, car leurs traces étaient les seules visibles en arrière et devant eux. Le sol était immaculé. Le silence devenait de plus en plus profond. Les rares oiseaux qu'on voit encore voleter de ça, de là, même en hiver, et qui pépiaient encore le matin, étaient invisibles. Le frère et la sœur marchaient toujours, tantôt se rapprochant des arbres, tantôt s'en écartant. Les branches se chargeaient de plus en plus de neige. Il n'était plus nécessaire de choisir où mettre les pieds pour y enfoncer jusqu'à la cheville, et tout était si calme qu'on entendait le grésillement des petits cristaux tombant sur les aiguilles de pin. « Peut-être ne verrons-nous pas la colonne, dit Suzanne. Comme elle est couchée par terre, elle sera toute blanche et non pas rouge. La poutre est assez épaisse pour que nous la distinguions quand même, et la croix de fer qui est au sommet n'aura pas disparu. Tu as raison, Conrad. » Peu à peu, tout s'effaçait sous la couche blême, et on ne distinguait plus que les sapins les plus proches. Les creux et les ornières disparaissaient. Le chemin n'était plus qu'une ligne blanche sous le bois,
et les enfants restaient au milieu, car la marche devenait malaisée. Conrad boutonna sa veste jusqu'au menton, pour empêcher la neige de se glisser dans son cou, et enfonça son chapeau sur sa tête. Il rattacha aussi le fichu que Sana avait noué sur ses cheveux, et l'avança sur son front pour l'abriter. Le vent ne se levait toujours pas, et la neige tombait si drue qu'elle cachait les arbres qui n'étaient plus que des masses indistinctes. Les enfants rentraient la tête dans leurs épaules et marchaient toujours bravement. Suzanne s'accrocha à la courroie de la gibecière pour mieux se maintenir à l'allure de son frère. Il n'avait pas encore atteint la colonne, et le garçon ne pouvait se rendre compte du temps passé, car le soleil était caché, et toute la forêt noyée dans une grisaille uniforme. « Arrivons-nous bientôt à la colonne » demanda la petite fille. « Je ne sais pas, » répliqua Conrad. « Je ne peux plus voir les arbres ni le sentier. Tout est blanc. Le poteau sera complètement caché car la neige est très épaisse et recouvrira même la croix. Mais cela ne fait rien. Nous n'avons qu'à suivre le chemin tout droit. Quand nous serons à l'emplacement de la colonne, il redescendra et nous arriverons vite au pont, puis à la maison. »« Oui, Conrad. » La trace de leurs pas était tout de suite effacée maintenant. Le chemin continuait à monter, la marche était difficile, et les enfants resserrèrent encore leurs vêtements pour se mieux protéger. Il se passa encore un long moment. La colonne ne paraissait pas encore, et le chemin montait toujours. Puis les sapins se firent plus rares, et ils se trouvèrent sur un terrain découvert. « Je ne vois plus d'arbres, dit Suzanne. Le chemin s'élargit, et la neige nous les cache, répondit son frère. Oui, Conrad. Au bout d'un moment, le garçon s'arrêta. Il n'y a décidément plus d'arbres, et le chemin devrait redescendre. Nous sommes sortis de la forêt, et pourtant nous montons toujours. Arrêtons-nous un peu que je tâche de voir où nous sommes. Mais on ne distinguait rien. De même que lorsqu'il grêle, les nuages verdâtres sont immobiles et lâchent leurs lourdes franges, de même la nuée grise, immuable, déversait sans arrêt et sans bruit son avalanche de flocons. Par terre, on ne pouvait rien distinguer, sinon un faible espace blanc, et le ciel était à peine visible. « Je crois, Suzanne, que nous sommes sur le terrain découvert, où nous venions nous asseoir parfois cet été, et qui monte vers le glacier. Il y avait de jolies fleurs, te souviens-tu ? Maintenant il faut redescendre. Oui, Conrad. Et les jours sont courts, comme l'ont dit grand-mère, et aussi maman. Il faut nous dépêcher. Oui, Conrad. Attends que je t'arrange un peu. Il retira son chapeau, l'ajusta sur la tête de sa sœur, craignant que le fichu ne l'abritât pas suffisamment. Pour lui, il avait une telle épaisseur de cheveux frisés qu'elle défiait le froid et l'humidité. Il quitta aussi sa veste de peau de mouton, l'enfila sur les bras de la petite fille, prit ses fichus et noua un autour de son propre cou et l'autre par-dessus sa chemise. C'était bien suffisant, pensait-il. En marchant, il se réchaufferait. Prenant l'enfant par la main, il l'entraîna de nouveau. Suzanne, essayant de percer l'opaque rideau blanc de ses regards soumis, le suivait docilement, mais ses petits pieds avaient peine à faire d'aussi grands pas que ceux de ce garçon décidé. Ils allaient tous deux avec la ténacité et l'endurance des enfants et des animaux qui ignorent leur force de résistance et ne prévoient pas qu'elle puisse leur faire défaut. Mais ils n'arrivaient pas à discerner s'ils montaient ou non. Pourtant, ils croyaient bien être revenus en arrière. Parfois, ils se heurtaient à des escarpements qu'il fallait contourner. Un repli de terrain les obligea à tourner sur eux-mêmes. Certaines pentes étaient rapides sous leurs pieds, mais leurs yeux ne parvenaient pas à les mesurer, et quand ils croyaient descendre, ils étaient à plat, ou bien c'était une simple dépression et on remontait de l'autre côté. « Où sommes-nous, Conrad » demanda Suzanne. « Ma foi, je n'en sais rien, » répliqua le garçon. « Si seulement je pouvais voir clair et reconnaître quelque chose autour de moi, je pourrais m'orienter. » Mais c'était impossible. Tout était noyé dans ce rideau opaque, qui limitait leur vue à un cercle étroit autour duquel tout se fondait dans un brouillard blanc de flocons serrés. « Sana, dit Conrad, nous allons nous arrêter un moment et écouter si nous n'entendons pas quelque bruit du village. Un chien, une cloche, quelqu'un qui crie ou le moulin. Nous saurons alors de quel côté il faut aller. » Ils s'immobilisèrent donc, l'oreille tendue, mais rien ne troublait le silence impressionnant, pas le moindre bruit sinon leur souffle. Ils avaient presque l'impression d'entendre la neige s'accrocher à leurs cils. Les prévisions de leur grand-mère ne se réalisaient pas. Aucune brise ne faisait dévier la chute régulière de la neige. Après avoir longtemps écouté, ils repartirent. « Cela ne fait rien, Sana, dit Conrad.
Surtout n'aie pas peur, je te ramènerai à la maison, sois tranquille. Si seulement la neige s'arrêtait de tomber. » La petite fille n'avait pas peur et ne geignait pas, levant courageusement ses pieds menus afin d'enjamber les obstacles, et le grand frère la conduisait toujours à travers le voile blanc qui les enserrait. Tout à coup, ils virent des rochers. Ils se dressaient comme un mur sombre, si indistinct dans cette pénombre blanche, qu'ils faillirent s'y heurter, si lisses que la neige s'y accrochait à peine. « Sana, Sana, dit Conrad, voilà les rochers, avançons, avançons toujours. » Ils prirent le passage étroit entre les hautes masses qui par moments les surplombaient, puis soudain, ils ne les virent plus. De même qu'elles étaient apparues brusquement, de même elles s'étaient évanouies, absorbées par toute la blancheur ambiante, ne laissant même plus deviner une silhouette. D'ailleurs, on était ébloui et on ne distinguait pas à 3 pas devant soi. Tout était noyé dans une obscurité blafarde où ne se projetait aucune ombre, permettant de se rendre compte de la dimension des choses. Seul l'effort continu indiquait qu'on montait toujours. « J'ai mal aux yeux, dit Suzanne. « Ne regarde pas la neige, répondit Conrad. Regarde les nuages. Il y a longtemps que j'ai mal, moi aussi, mais cela n'a pas d'importance. Il faut que je fixe par terre pour tâcher de me guider. N'aie pas peur, surtout, je te ramènerai à Kshed, sois tranquille. »« Oui, Conrad. » Ils repartirent, cherchant vainement l'amorce d'une descente. Ils passaient entre des escarpements abrupts et grimpaient toujours. S'ils obliquaient à droite ou à gauche, ils se trouvaient alors au bord de ce qui paraissait un précipice, et revenaient vite sur leurs pas. Ou bien, ils se butaient à des obstacles qu'il fallait contourner, et leurs pieds se cognaient à des aspérités. Soudain, ils remarquèrent que le sol n'avait plus la même consistance. Sous la neige fraîche, on sentait une autre couche plus dure. Lorsqu'ils s'arrêtaient, c'était le silence absolu, impressionnant, troublé quand ils repartaient par le seul bruit de leur piétinement. Le ciel muet déversait ses frimas avec une telle abondance qu'on voyait s'épaissir de minute en minute le tapis blanc. Les petits étaient tout blancs aussi, se confondant si bien avec toute cette pénombre blanche que s'ils s'étaient écartés un tant soit peu l'un de l'autre, ils se seraient perdus de vue. Puis de nouveau, ils se heurtèrent à d'énormes masses dressées, encapuchonnées de neige, qui remplissaient toutes les crevasses, toutes les fissures. Ce n'étaient plus des rochers, mais de la glace, rien que de la glace, dans un effrayant chaos. Il y avait d'énormes dalles couchées ou levées, des collines, des buttes, des sphères, des poutres, le tout tassé comme une monstrueuse écume brusquement pétrifiée. Des crevasses plus ou moins profondes séparaient ces blocs accumulés, et des cavités, petites ou immenses, les trouaient par endroits. Tous les espaces libres de neige étaient d'une transparence bleue ou verte, comme de la turquoise ou de l'émeraude, et c'était un chatoiement de cristal ou de pierreries. Ici, un rocher monstrueux, roulé par ce fleuve géant, se dressait sur sa pointe, masse sombre dans le miroitement environnant. Lorsque l'œil s'était habitué à tous les reflets, il distinguait d'autres pierres entraînées par ce courant monstrueux. Leurs côtés, souvent lisses, formaient une muraille inaccessible où ailleurs ils étaient en surplomb, comme des toits, et un manteau de neige s'y accrochait, retenu par des griffes démesurées. « Il y en a eu beaucoup d'eau ici pour qu'il y ait autant de glace, remarqua Sana. « Non, ce n'est pas de l'eau, répondit Conrad. C'est le glacier de la montagne qui est toujours gelé. »« Oui, Conrad. Nous sommes au sommet, Sana. Te rappelles-tu quand nous étions au jardin cet été, qu'il faisait chaud, que les abeilles bourdonnaient, que le tilleul embaumait, et que nous apercevions le pic tout blanc avec ses cornes ? Oui, Conrad, je me souviens. Nous regardions la montagne, et elle était bleue, bleue comme le ciel. Nous apercevions la neige qui ne fondait pas là-haut, alors qu'au village le soleil était brûlant, et les moissons prêtes à récolter. Oui, Conrad. Et plus bas, là où la neige s'arrête, en faisant bien attention, on distinguait toutes sortes de couleurs, du bleu, du vert, du gris. C'est le glacier. Papa m'a expliqué qu'il ne fondra ni ne disparaîtra jusqu'à la fin du monde. D'en bas, il paraît tout petit, parce qu'il est très loin. Après le glacier, il y a encore une partie bleue qui me semblait des pierres, ou de la terre, ou des bruyères, et en dessous, la forêt commence et descend jusqu'au pâturage. Il y a beaucoup de roches dans ces forêts. Plus bas, il y a les petits bois, puis les prairies de Kshed. Alors écoute bien. Puisque nous sommes sur le glacier, nous n'avons qu'à le traverser. Après, nous trouverons cette partie qui d'en bas semble bleue, puis la forêt aux rochers,
puis les pâturages, la vallée et le village. Comprends-tu ? Oui, Conrad. Ils s'aventurèrent bravement sur la glace, deux petits atomes à peine visibles dans ce bouleversement cyclopéen, regardant de ci, de là, les parties abritées comme si leur instinct les poussait à rechercher un toit protecteur. Ils arrivèrent ainsi à une dépression qui ressemblait au lit d'une rivière desséchée, recouvert déjà de neige fraîche. En le suivant, ils trouvèrent son point de départ, une voûte sous la glace. Ils y pénétrèrent. Le sol sec était lisse, de même que les parois et le plafond d'où pendaient les stalactites de toutes formes. Il faisait chaud dans cette galerie, et on y était baigné dans une lueur bleue extraordinaire. Un bleu intense qui vous enveloppait, un bleu impressionnant, plus profond que l'azur du ciel en été, un bleu comme on n'en voit nulle part au monde. Les murs semblaient des vitres peintes, derrière lesquelles on projetait de la lumière. Le passage se prolongeait, mais Conrad n'osa pas se risquer plus loin. D'ailleurs, effrayés par cette clarté mystérieuse, ils ne s'attardèrent pas dans la caverne et repartirent, gravissant l'autre bord du sillon, puis retrouvèrent la glace. « Traversons encore, dit Conrad, puis nous serons sur le bord et nous verrons la vallée. »« Oui, Conrad, fit Sana, en s'agrippant à son frère. » Mais un autre fleuve pétrifié, aussi énorme que le premier, leur barra le passage. Ils étaient entre les deux bras, et le second étincelait comme l'autre de 1000 feux de toutes couleurs. Ils le voyaient s'étendre au loin, car depuis un moment la chute de neige était moins abondante. Avec l'intrépidité de leur ignorance, ils essayèrent de remonter sur cet autre glacier, toujours avec l'idée de redescendre de l'autre côté. Ils se glissèrent sur le bord des crevasses, entre les amoncellements, posant le pied sur chaque proéminence encapuchonnée de neige, que ce fût pierre ou glace, s'agrippant aux angles, se hissant tant bien que mal, anxieux d'atteindre le point culminant de ce chaos, puis l'autre bord. Mais il n'y avait pas d'autre bord. Maintenant qu'ils étaient sur un point élevé, partout où la vue pouvait s'étendre, il n'y avait que le glacier. Des pointes, des blocs, des murs de glace enchevêtrés, amoncelés. Au lieu d'être un soulèvement, une élévation, que l'on pouvait franchir pour retrouver le sol, de nouvelles murailles, de nouvelles collines s'élevaient, comme tout à l'heure. Des falaises, des monuments dont les parois reflétaient toujours ce bleu turquoise étincelant, et derrière ces falaises, derrière ces blocs, s'élevaient à perte de vue d'autres falaises, d'autres murailles noyées dans le manteau blanc. « Nous ne pouvons traverser ici, Suzanne, dit Conrad. C'est trop large. »« Non. Il faut revenir sur nos pas et trouver un autre passage. »« Oui, Conrad. » Ils cherchèrent à repartir par où ils étaient venus, mais ne pouvaient retrouver leur point de départ. Ils tournaient sur eux-mêmes, cherchant en vain une issue dans ce désert glacé qui les submergeait, descendant, remontant. Et leurs yeux rencontraient toujours le grand chaos, reflet de pierres précieuses. Enfin, à force de persévérer dans la direction par où ils étaient venus, ils finirent par arriver à des blocs plus gigantesques que les autres. C'était le bord du glacier et ils parvinrent à le franchir. Sur la moraine, l'amoncellement de pierres et de roches était tel que les enfants n'en avaient jamais rencontré. Les unes plates, les autres rondes ou à bords tranchants, superposées, enchevêtrées, comme roulées là par un immense torrent. Près d'eux, plusieurs s'appuyaient l'une contre l'autre, surmontées d'une large dalle formant toit. C'était comme une maison, ouverte en avant, bien protégée au fond et sur les côtés. L'intérieur était sec, la neige n'y avait pas pénétré, et il était agréable de sentir le sol sous ses pieds. La nuit venait. « Sana, dit Conrad, nous ne pouvons pas redescendre maintenant, car il fait noir, et nous pourrions tomber dans une crevasse. Nous allons rester sous cet abri et nous attendrons. Aussitôt que le soleil paraîtra, nous nous dépêcherons de redescendre. Je t'en prie, ne pleure pas. Je te donnerai tout ce que grand-mère nous a préparé pour goûter. » Suzanne le suivit docilement, et lorsqu'ils furent dans la grotte, où ils pouvaient non seulement s'asseoir commodément, mais même aller et venir à leur aise, elle se serra contre lui et resta silencieuse. « Maman ne sera pas fâchée, reprit Conrad. Nous lui expliquerons que la neige nous cachait le chemin et que nous nous sommes égarés. Papa ne nous grondera pas, sois tranquille. Si nous avons froid, eh bien nous taperons des mains sur notre poitrine et nos épaules, comme tu l'as vu faire au bûcheron. Cela nous réchauffera. Oui, Conrad. » Sana n'était nullement inconsolable, comme le craignait son frère, car après l'immense effort que venaient de faire inconsciemment ces deux petits, le repos semblait bienfaisant, et la petite, comme Conrad, s'y abandonnait avec plaisir. La faim se faisait sentir. Tous deux tirèrent en même temps le pain de leur poche et se mirent à le manger,
l'accompagnant de friandises que la grand-mère leur avait données, noix, amandes, biscuits. « Sana, il faut maintenant nous débarrasser de cette neige dont nous sommes couverts, afin de ne pas être mouillés, dit le garçon. « Oui, Conrad. » Ils sortirent de leur abri, et le grand frère secoua la robe de sa petite sœur. Il l'épousseta avec son mouchoir, vida son chapeau, et en fit autant pour lui-même. Puis ils rentrèrent dans la grotte, heureux de s'asseoir, car leur lassitude était grande. Conrad prit dans sa gibecière la serviette dans laquelle sa grand-mère avait enveloppé 2 boîtes et des petits paquets, et la mit sur ses épaules comme un châle pour se protéger contre le froid. Il prit aussi les 2 pains blancs et les donna à l'enfant. La petite avala rapidement le premier et une partie du second, puis tendit le reste à son frère. Tous deux, assis dans l'abri, regardaient le sinistre paysage qui s'assombrissait peu à peu. Aussi loin qu'ils pouvaient distinguer, la neige mettait sa pâleur uniforme. Les aspérités du glacier visibles sous ce manteau blanc se détachaient sur le ciel qui se dégageait peu à peu du voile gris qu'il avait caché toute la journée. Les flocons ne tombaient plus et une petite étoile se mit à briller. À terre, des cristaux étincelaient tout à coup, comme s'ils avaient absorbé la lumière pendant le jour et la renvoyaient pendant la nuit. Dans cette grotte, bien abritée, serrés l'un contre l'autre, les enfants éprouvaient une sorte de bien-être et ne songeaient pas à s'effrayer de l'obscurité qui tomba brusquement, comme toujours en montagne. D'autres étoiles apparaissaient. C'était le moment où, dans le village, les fenêtres s'éclairaient l'une après l'autre. Ce soir, veille de Noël, de nombreuses bougies étaient allumées sur le petit sapin chargé de cadeaux, de boules et de fils brillants. Dans toutes les maisons, tous les chalets, toutes les chaumières, le petit Jésus avait distribué ses largesses. Bien que Conrad se fût imaginé qu'il aurait vite fait de descendre du sommet de la montagne jusqu'à la vallée, aucune de ces nombreuses lumières n'était visible aux 2 pauvres égarés, dont les yeux anxieux se posaient sur la neige blême et le ciel sombre. Toutes les clartés, tous les bruits de fête étaient perdus pour eux dans un lointain invisible. Pendant que d'autres enfants avaient les bras chargés de jouets et de bonbons, tous deux, assis au bord du glacier, ignoraient même que les cadeaux qui leur étaient destinés étaient dans les paquets posés sur le sol de la grotte. Les nuages de neige avaient disparu derrière les hauteurs, et une voûte bleue sombre, toute parsemée d'étoiles, s'étendait sur leur tête. Une bande laiteuse, vrai poudroiement d'astres scintillants, traversait la rue. Jamais il ne l'avait vue si nettement. Il ne savait pas que les étoiles vont vers l'est, sinon il se serait rendu compte de l'heure d'après leur position. Si claire que fût la nuit, il ne pouvait apercevoir leur vallée, leur village, et leur regard se perdait sur ces étendues blafardes sur lesquelles les blocs et les rochers dressaient qui une tête monstrueuse, qui une corne, qui un bras menaçant. Pas de lune. Elle s'était sans doute couchée avec le soleil, ou elle n'était pas encore levée. « Suzanne, dit Conrad, au bout d'un moment, en la tirant par la manche. « Suzanne, il ne faut pas dormir. Rappelle-toi ce que papa dit. Celui qui s'endort dans la montagne risque d'être gelé, comme le vieux chasseur qu'on a retrouvé 3 mois après être assis sur une pierre et tout raide. « Non, je ne dors pas, fit-elle d'une voix étouffée. Mais au bout d'un moment, le garçon sentit peser doucement sur lui le petit corps qui s'affaissait. « Suzanne, ne t'endors pas, je t'en supplie, ne t'endors pas. »« Non, non, répondit-elle tout ensommeillée. Il s'écarta afin qu'elle se redressât, mais elle ne luttait plus, et serait tombée par terre s'il ne l'avait soutenue. Il la prit par l'épaule et la secoua. En se remuant lui-même, il s'aperçut qu'il était glacé, et que son bras était lourd. Terrifié, il se leva, et secoua de nouveau Suzanne avec violence. « Lève-toi, Sana. Nous allons rester un peu debout pour nous réchauffer. »« Je n'ai pas froid, Conrad. »« Mais si, lève-toi vite. » La veste de peau était très chaude. « Viens, je vais t'aider. »« Non, répliqua-t-elle, retombant aussitôt dans un sommeil profond. Tout à coup, Conrad se rappela les paroles de sa bonne maman. Rien qu'une petite gorgée suffit à réchauffer l'estomac, si bien qu'on ne sent plus le froid, même par l'hiver le plus rigoureux. Il fouilla dans sa gibecière, trouva le petit flacon et le déboucha non sans peine. Puis il se pencha sur sa sœur. « Tiens, Sana, goûte le café de grand-mère. Il te réchauffera et maman diront que nous avons bien fait de le boire lorsqu'elle saura combien il nous était utile. » Mais la petite ne pouvait secouer sa torpeur où elle était plongée. « Je n'ai pas froid, murmura-t-elle encore. Bois tout de même un petit coup, après je te laisserai dormir tranquille. » Séduite par cette promesse, Suzanne se laissa faire et avala une gorgée avec un tel effort qu'elle faillit s'étrangler.
Conrad but à son tour. Cette boisson forte agit d'autant mieux que ses enfants n'avaient jamais bu de café. Sana se réveilla, se rendit compte qu'elle s'engourdissait elle aussi, mais assura que son estomac était si bien réchauffé qu'elle ne tarderait pas à sentir la chaleur dans les bras et les jambes. Les deux petits s'agitèrent un peu. Malgré son amertume, ils reprirent du café à plusieurs reprises, amenant leurs nerfs à une sorte de fébrilité qui leur permettait de lutter contre la somnolence qui les envahissait. Il était minuit, la nuit de Noël. Sur l'insistance des amis et parents réunis chez eux, ils avaient toujours la permission de se coucher plus tard que de coutume, mais jamais assez pour entendre les cloches et l'orgue de l'église, pourtant bien proches. En ce moment, de village à village, de vallée à vallée, les carillons sonnaient joyeux, à Gsched, à Milsdorf et de l'autre côté de la montagne, au loin, dans tout le pays, et les gens se mettaient en route avec leurs lanternes pour assister à la messe. Partout on fêtait la venue de l'enfant Dieu, sauf sur ce glacier désert où deux pauvres petits n'avaient d'autre lumière que celle des étoiles qui constellaient le ciel. Bien que Conrad se rappelât avec épouvante le sort du vieux chasseur de chamois, et bien que le flacon se vidât peu à peu, les enfants n'auraient pu résister au sommeil qui les terrassait si la nature n'avait pas employé ses ressources pour les empêcher de succomber à l'attrait du repos. Dans le silence impressionnant, dans cette immobilité totale où le moindre petit tas de neige ne paraissait pas bouger, retentit par 3 fois le craquement du glacier, ce torrent monstrueux, figé en apparence, mais en réalité toujours en mouvement. Le bruit effroyable donnant l'impression que la terre éclatait se répercuta de proche en proche, jusque dans le moindre glaçon. Les enfants, frissonnants, terrifiés, ne bougèrent pas, ne dirent pas un mot, laissant leur regard errer dans le ciel. Puis, ce fut une vision d'une extraordinaire intensité, qui à son tour leur tint les yeux ouverts. Sur la voûte sombre, un arc lumineux, d'abord faible, puis de plus en plus étincelant, monta dans la poussière d'étoiles et les fit pâlir. Des reflets verdâtres, rutilants, surgirent de tous les coins du firmament, gagnant peu à peu l'étendue, ondulant comme une chose vivante. Des gerbes enflammées s'opposèrent sur le grand arc incandescent comme des fleurons d'une couronne embrasée. Était-ce l'élément tempête qui, tendu à l'excès pendant la violente chute de neige, se déployait maintenant avec une débauche de rayonnement? Était-ce un autre mystère de l'insondable nature? Le feu d'artifice éclatait, chatoyant, éblouissant, puis peu à peu diminua d'intensité. Le ciel s'assombrit progressivement, les gerbes de flammes s'éteignirent, l'arc lumineux s'effaça, et bientôt, sur la voûte obscure, il n'y eut plus que le scintillement des milliers d'étoiles. Les enfants restaient toujours muets, sidérés par ce spectacle magnifique et effrayant, le regard rivé au ciel, même lorsqu'il eut repris son aspect normal et qu'une seule étoile filante y jetait de temps à autre une étincelle rapide. Quelques heures passèrent, puis une clarté différente parut, très faible d'abord, mais pourtant sensible, car les étoiles brillaient moins, et peu à peu les petites disparaissaient. Les plus lumineuses s'éteignirent à leur tour, et la neige sur les sommets devint visible. Dans un coin du ciel se dessina une mince ligne dorée. Les silhouettes des sommets se découpèrent nettement dans la pénombre. « Sana, le jour se lève, dit le garçon. « Oui, Conrad. Dès qu'il fera assez clair, nous repartirons, et nous nous dépêcherons de redescendre sur Gsched. » Le jour gagnait de plus en plus. « Allons, fit Conrad. »« Allons, répéta Suzanne. » Ils se levèrent tous deux, et tirèrent leurs membres las. Bien qu'ils n'eussent pas dormi, ils étaient réconfortés par la lumière matinale. Le garçon reprit sa gibecière et rajusta la veste de fourrure sur sa sœur. Tous deux étaient tellement persuadés qu'ils allaient redescendre rapidement qu'ils ne songèrent même pas à chercher dans leur sac s'il y avait quelques restes de pain ou quelques gâteaux pour apaiser leur faim. Conrad pensait qu'à cette hauteur, il devait enfin trouver un point où il aurait vue sur le versant et apercevrait la vallée. Mais il eut beau regarder de tous côtés, c'était toujours le même paysage plein de silhouettes étranges. De la glace, toujours de la glace, en collines, en blocs, et dans le lointain, des rochers monstrueux et des pitons bleus se découpant sur le ciel. Puis le soleil parut. L'énorme disque rouge joncha la couche immaculée de reflets semblables à des milliers de roses pourpres, sur lesquelles les ombres se détachaient verdâtres. « Il faut que nous trouvions le bord de la montagne, afin de voir la vallée, dit Conrad. Ils tournèrent le dos au glacier et partirent dans la neige, maintenant plus sèche et plus dure que la veille. À mesure qu'ils marchaient, leurs membres raidis s'assouplissaient, mais ils n'arrivaient pas sur le bord du versant.
Les champs éblouissants se succédaient, se découpant toujours sur le ciel, et ils montaient encore. Soudain, ils sentirent de nouveau la glace sous leurs pieds. Comment, à quel endroit précis avait-elle commencé? Ils n'auraient pu le dire, mais le sol était lisse. Il n'y avait pas encore l'amoncellement qu'ils avaient rencontré la nuit précédente. Néanmoins, des éminences s'élevaient, çà et là, qu'il leur fallait gravir ou éviter. Ils continuaient pourtant, suivant toujours la même direction avec ténacité. Les obstacles devenaient plus nombreux, et à leur grand étonnement, ils se retrouvèrent devant le glacier. En plein jour, le chaos était encore plus saisissant que la veille. Le fleuve monstrueux charriait dans ses vagues immenses d'énormes rochers, des masses neigeuses accumulées, superposées, comme se bousculant, se heurtant, prêtes à submerger les enfants et brusquement pétrifiées au milieu de leur élan. Dans la blancheur générale se dessinaient des lignes bleues. Entre les blocs et les vagues de glace, il y avait des sortes de chemins sur lesquels on pouvait marcher. Les enfants essayèrent de s'y frayer un passage, toujours dans l'idée de traverser pour arriver sur le versant. Ils ne parlaient pas, la petite suivait son frère sans récriminer. Mais la glace succédait à la glace, on n'en voyait pas la fin. Découragés, ils revinrent en arrière. Là où il n'y avait pas de chemin solide, ils allaient sur la neige, qui souvent s'effondrait, découvrant la ligne verte d'une crevasse. Mais ils ne s'effrayaient pas et continuaient à avancer péniblement, décidés à traverser cet enfer. « Sana, dit enfin Conrad, il faut sortir du glacier, et nous n'y reviendrons pas, car nous ne pouvons le traverser. Descendons plutôt la montagne. Il faut bien que nous arrivions quelque part. Ce sera une autre vallée, mais nous expliquerons ce qui nous est arrivé, et on nous ramènera chez nous. Oui, Conrad. » Ils revinrent sur la neige, trouvèrent une descente. Le frère tenait sa sœur par la main, mais au lieu de continuer à s'incliner, la côte remonta. Ils changèrent encore de direction, suivant maintenant le bord d'une excavation. Mais arrivés au bout, ils retrouvèrent la glace. Ils reprirent le bord du fossé, en sens contraire, et obliquèrent sur la neige, cherchant toujours la descente, mais celle-ci devenait, peu à peu, si rapide qu'ils ne savaient plus comment poser le pied, et n'osaient se risquer à se laisser glisser. Ils remontèrent encore, espérant avoir plus de succès dans une autre direction, mais partout les mêmes obstacles les arrêtaient, où ils retrouvaient la glace, où la pente neigeuse était trop abrupte. Ils voulurent alors rechercher le chemin par lequel ils étaient venus la veille. S'ils pouvaient atteindre l'emplacement de la colonne, comme il ne neigeait pas, qu'il faisait grand jour, ils repartiraient vers Kshed, sans se tromper cette fois. C'était l'idée de Conrad, et il en fit part à Suzanne, qui, toujours confiante, ne fit pas d'objection. Mais le chemin du col était introuvable. Malgré l'éclat du soleil, la clarté du jour, la blancheur éblouissante des champs de neige, ils n'apercevaient aucun repère, aucune indication les mettant sur la voie. Hier, tout était caché par le rideau des flocons serrés. Ils ne voyaient pas à 3 pas devant eux, mais ils se souvenaient malgré tout d'être passés entre d'énormes rochers. Aujourd'hui, pas de traces pouvant les guider. Celles qu'ils avaient laissées la veille avaient été immédiatement recouvertes, et les rochers qu'ils rencontraient n'étaient pas les mêmes. Ils avaient beau écarquiller les yeux, observer dans toutes les directions, ils étaient perdus dans des champs de neige toujours semblables. Ils continuaient pourtant à marcher, pleins d'espoir, évitant les descentes trop raides, contournant les montées, s'arrêtant souvent pour écouter mais n'entendant rien. Le silence était absolu, et devant eux s'étendait toujours la neige, avec des mamelons ou des cornes encapuchonnées de blanc, se découpant sur le ciel. Enfin, Conrad crut voir quelque chose remuer dans le lointain, sur une pente. C'était comme une flamme qui paraissait et disparaissait, plongeait et remontait. Les enfants s'arrêtèrent, le cœur battant. La flamme sautillait toujours et semblait se rapprocher. Puis dans le grand silence, il leur sembla percevoir le son lointain mais prolongé d'une trompe de berger. Instinctivement, ils se mirent à crier aussi fort que possible. Un moment après, ils entendirent le même son qui se rapprochait et crièrent de nouveau. Une troisième fois, plus près encore, la trompe renouvela son appel et les enfants répondirent. Maintenant, ils distinguaient plus nettement la flamme. C'était un drapeau rouge qu'on agitait. Le son de trompe retentit encore tout près, et les enfants s'égosillèrent du mieux qu'ils purent. « Sana !» s'écria Conrad. « Voilà les gens de Kshed. Je reconnais le drapeau. C'est celui de cet étranger qui a fait l'ascension de la montagne avec le chasseur de chamois et qui l'a planté au sommet, indiquant qu'il était arrivé. Quand il est redescendu, il en a fait cadeau au curé, qui l'avait suivi d'en bas avec sa longue vue. Tu étais encore un bébé à ce moment-là. »« Oui, Conrad. » Bientôt les enfants aperçurent des hommes autour de la flamme rouge.
de petits points noirs qui s'agitaient. La trompe résonnait toujours, et les petits criaient à perdre haleine. Enfin, le groupe parut sur une pente venant vers eux. C'étaient des hommes de Kshèd, avec tout l'attirail, des alpinistes. Bientôt, Conrad put même les reconnaître. Il y avait le berger Philippe, avec sa trompe, ses 2 fils, le jeune chasseur de chamois et d'autres villages. « Dieu soit loué !» cria Philippe. « Vous voilà enfin. On explore la montagne du haut en bas à votre recherche. Que quelqu'un descende vite au chalet de la Sidéralpe et sonne les cloches pour prévenir qu'on a retrouvé les enfants. Qu'un autre aille planter le drapeau au rocher de l'écrevisse, afin qu'on l'aperçoive de la vallée, et qu'à Kshèd on tire les pétards et allume les feux pour que tous se rassemblent au chalet. Ceux qui fouillent la forêt de Milsdorf et ceux qui sont sur la montagne. Voilà un joyeux Noël. »« Je descends au chalet, dit l'un des fils du berger. Je monte au rocher, dit l'autre. Et nous allons ramener les enfants à Sidéralpe. Que Dieu nous aide, dit Philippe. » Le chasseur prit la petite fille par la main et le berger se chargea de Conrad. Les autres aidaient lorsqu'il était nécessaire. Ils n'allaient pas toujours dans la même direction, mais enlaçaient, tantôt montant, tantôt descendant. Lorsque les pentes étaient trop escarpées, les hommes mettaient des crampons à leurs pieds et portaient les enfants. On ne quittait pas les étendues de neige, toujours uniformes, où rien, aux yeux de Conrad, ne marquait la route à suivre. Ils cheminaient ainsi depuis longtemps, lorsqu'ils entendirent sonner une cloche. Le son était encore doux et lointain, mais c'était le premier signe indiquant qu'ils approchaient du but. Ils étaient vraiment descendus assez bas, déjà, car on voyait un sommet encapuchonné de blanc, aux reflets bleus, se dresser haut dans le ciel. La cloche était celle de Sidéralpe, appelant les hommes dispersés dans la montagne. En avançant encore, ils perçurent lointain le bruit des pétards qui saluaient l'arrivée du drapeau sur le rocher de l'écrevisse, et virent monter dans l'atmosphère calme des colonnes de fumée. Une dernière pente douce les amena en vue du chalet, et quand ils approchèrent, la cordonnière se précipita sur les enfants avec un grand cri, les serra dans ses bras, et, folle de joie, voulut tout à la fois leur donner à manger, les réchauffer, et les coucher dans le foin pour qu'ils puissent se reposer. La première émotion passée, elle se rendit compte qu'ils n'avaient aucun mal, que la joie leur redonnait des forces, et qu'ils avaient surtout besoin d'un bon repas chaud qui leur fut donné immédiatement. Devant le bon feu qui brûlait dans la cheminée, ils purent prendre enfin un repos bien gagné. Un bon moment passa ainsi, puis, tandis que la cloche sonnait toujours, on aperçut un autre groupe venant vers le chalet. C'était le cordonnier, jadis si grand alpiniste, avec ses crampons et son piolet, entouré de ses amis. « Sébastien, ils sont là !» cria la femme. Il ne dit pas un mot, mais tout tremblant se précipita sur les petits qui étaient sortis à sa rencontre, et les serra à les étouffer. Ses lèvres remuaient sans pouvoir prononcer un mot. Enfin il se tourna vers sa femme et l'embrassa, ne sachant que répéter « Sana, Sana ». Se ressaisissant un peu, il ramassa son chapeau, tombé dans la neige, revint vers ses compagnons et voulut leur parler, mais trop troublé encore, il ne put dire que « Mes amis, je vous remercie ». On attendit encore, car les enfants avaient besoin d'un repos suffisamment prolongé après un aussi grand effort. « Sommes-nous au complet ?» demanda enfin le cordonnier. « Dans ce cas, rentrons chacun chez nous en rendant grâce à Dieu. »« Non, beaucoup manquent encore, répliqua Philippe. Mais à l'heure qu'il est, ils sont prévenus par la fumée et les drapeaux que les enfants sont sains et saufs. S'ils trouvent le chalet vide, ils repartiront tranquillement. Sidéralpe n'est pas très éloigné de Kshèd, car en été on aperçoit, du fond de la vallée, ces tourelles grises dominant le grand pâturage vert, qui se termine par une muraille à pic, impossible à descendre, sauf à la belle saison avec des crampons. Il faut donc, pour gagner la vallée, faire un détour par la colonne commémorative. Lorsque le cordonnier, sa famille et ses compagnons traversèrent le pré, ils entendirent distinctement les cloches de Kshèd appelant les fidèles à la grand-messe. Devant l'absence d'un si grand nombre de ses paroissiens, le curé, espérant bien qu'on retrouverait les enfants, avait remis l'office à une heure plus tardive. Mais le temps passait et il fallait bien qu'il ait lieu avant la fin de la matinée. Au son du joyeux carillon de leur église, tous tombèrent à genoux et se mirent à remercier le Seigneur. Ils se relevèrent lorsque les cloches se turent. Le cordonnier avait pris Sana sur ses épaules et se faisait raconter toute son aventure. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, des traces étaient visibles dans la neige. « Voilà des souliers que je n'ai pas fabriqués » s'écria Sébastien. Le mystère fut vite éclairci car, attiré par le bruit des voix, un autre groupe s'approcha. C'était le teinturier, le visage blême d'inquiétude, accompagné de ses ouvriers et apprentis. « Ils ont traversé le glacier et la grande crevasse sans le savoir » cria le cordonnier à son beau-père. « Ils sont là, mon Dieu, soyez bénis » répliqua l'autre.
Je sais qu'ils ont été jusqu'au glacier. Lorsque ton messager est venu nous prévenir la nuit dernière que les petits n'étaient pas rentrés, nous avons fouillé toute la forêt avec des lanternes, sans résultat. Mais à l'aube, j'ai remarqué, dans le sentier qui part de la colonne et s'en va vers le névé, des plantes foulées, des branchettes cassées. Les enfants se plaisent à jouer ainsi en marchant. Du moment qu'ils s'étaient aventurés dans cette direction, ils étaient obligés de descendre dans le grand fossé, puis de passer entre les rochers, sans pouvoir revenir, car une fois sur la crête qui est à pic des deux côtés, ils ne pouvaient que monter toujours. J'ai vite envoyé le bûcheron Michael te prévenir, et lorsqu'il nous a rejoints presque au bout du glacier, il nous a dit que vous aviez retrouvé les petits. Alors nous sommes redescendus, et nous voici. Je l'ai dit, fit Michael, parce que j'ai vu flotter le drapeau rouge sur le rocher de l'écrevisse, et pour les Chédois c'était le signal convenu. Comme vous étiez obligés de passer par ici pour regagner le village, je pensais bien qu'on vous rencontrerait. Remercie Dieu à genoux, mon fils, d'avoir protégé nos petits. Il peut se passer 20 ans encore avant qu'on revoie la neige tomber comme hier, aussi droit qu'une corde mouillée au bout d'un bâton. Si le vent s'était levé, les enfants étaient perdus. Oui, rendons grâce à Dieu, qu'il soit béni, répliqua le cordonnier. Le teinturier, qui n'était jamais venu à Kched depuis le mariage de sa fille, décida cette fois de l'accompagner. À la colonne, un traîneau les attendait, commandé à tout hasard par le cordonnier lorsqu'il était parti dans la montagne. La mère et les enfants s'y installèrent, bien protégés par des fourrures et des couvertures, et on les amena ainsi au village, tandis que les autres suivaient. Tous ceux qui étaient dispersés dans la montagne rentrèrent l'un après l'autre. Le dernier fut le fils du berger Philippe, qui avait planté le drapeau sur le rocher de l'écrevisse. À Kched, la grand-mère anxieuse attendait ses petits-enfants. « Jamais, jamais plus nous ne les laisserons traverser le col en hiver » s'écria-t-elle. Conrad et Suzanne, tout étourdis, furent encore restaurés puis mis au lit. Vers le soir, lorsqu'ils furent reposés, que des voisins et des amis venus aux nouvelles causaient dans la salle, que la maman assise près de Sana lui caressait doucement les cheveux, et la petite fille dit soudain « Maman, cette nuit, sur la montagne, j'ai vu notre Seigneur Jésus. »« Oh, cher petit cœur, mon trésor, ma joie !» s'écria la maman. « Et il t'a apporté de belles choses, tu vas voir. » On alluma des bougies, on sortit les boîtes et les paquets. De leur lit, les enfants purent admirer l'arbre de Noël qui les avait attendus la veille. Malgré leur fatigue, ils demandèrent à se lever pour tourner autour et prendre les cadeaux. Jamais l'auberge de Kched n'avait connu une telle animation que ce soir-là. Chacun racontait avec force détail ce qu'il avait dit ou fait, les dangers qu'il avait courus. Surtout, chacun était très fort pour expliquer ce qu'on aurait dû faire. Cette aventure défraya longtemps la chronique du village. On la rappelait lorsque par beau temps on voyait le sommet du Gard se découper nettement dans l'air pur, ou quand on expliquait ses particularités à des étrangers. À partir de ce jour-là, les enfants appartinrent complètement au village. Jamais plus on ne les tint à l'écart, ils étaient de véritables Chédois rescapés de la montagne. Et il en fut de même pour leur mère. Conrad et Suzanne n'oublieront jamais la nuit sur le glacier et l'angoisse éprouvée. Ils y pensent lorsque, en été, ils sont au jardin, que les abeilles bourdonnent, que le tilleul embaume, et que les deux cornes aux reflets bleus les regardent de là-haut, dressées sur l'azur du ciel.